Kuno était un jeune garçon né dans un monde fantastique avec la cicatrice du héros sur le visage, ce qui est considéré comme incroyablement rare, cicatrice laissée par un chevalier sacré, mais le prix qu'il dut payer pour cela fut la perte définitive de sa vue. Kuno ne sut jamais ce que voir quelque chose signifiait et demandait souvent à ses parents ce que ressentait le fait de voir. Son père répondait que voir signifiait pouvoir percevoir les couleurs, voir toutes les belles choses que Dieu a créées dans ce monde, et que c'était une chose très importante si l'on voulait trouver de grosses méchantes gothiques. Sa mère, quant à elle, lui disait que la perte de ses yeux n'était rien comparée à la cicatrice du héros qu'il avait reçue et affirmait que c'était un petit prix à payer. Il entendait souvent les servantes de sa maison le plaindre d'être aveugle, ce qui irritait Kuno, qui voulait simplement être traité comme un garçon normal de son âge. On lui donna bientôt un instructeur de magie, ce dont il n'était pas totalement fan, puisqu'il ne comprenait pas ce que cela pourrait bien, faire à une personne qui ne peut pas voir. Une des servantes le guide vers la pièce où son nouveau tuteur en magie l'attendait, et Kuno demande à la servante à quoi bon apprendre de la magie s'il ne peut même pas marcher seul et a besoin de quelqu'un pour le tenir par la main à tout moment. La servante comprend sa frustration et lui dit qu'il est né avec le symbole de l'eau sur le front, ce qui signifie qu'il a une grande affinité magique, particulièrement pour la magie de l'eau, et que s'il apprend la magie, il peut faire des merveilles pour le monde et pour lui-même. Kuno n'est pas vraiment d'accord avec cela mais décide de ne pas discuter alors que la servante ouvre la porte où son nouveau tuteur, Jen, l'attendait. La méchante intello aux cheveux bleus salue chaleureusement Kuno et se présente avant de commencer leur première leçon. La leçon s'avère assez facile pour Kuno, qui parvient immédiatement à mouiller son bâton avec un simple sort. Jen le félicite pour ses talents, tandis que Kuno demande ce qu'il a fait avec la magie. Jen explique qu'il vient d'utiliser un simple sortilège de magie, qui a produit une goutte d'eau de la taille d'un globe oculaire. Une soudaine réalisation frappe Kuno alors qu'il saisit ses yeux, ce qui effraie Jen, qui pense que Kuno est une de ces chochottes woke qui ne supportent pas une blague et adore s'offenser, mais il s'exclame soudain que s'il peut faire des gouttes d'eau de la taille d'un œil, alors il peut aussi créer ses propres yeux. Comment il a relié ces deux choses est un mystère pour moi, mais on ne peut pas discuter avec la logique des animes. Quelque temps passe, et maintenant Kuno n'est plus aussi émo qu'avant et a commencé à apprécier de toucher différentes choses et à être intrigué par toutes les sortes de nourriture et les différentes odeurs dans la pièce. Il commence à dévorer de la laitue mais n'a aucune idée de ce qu'il mâche, mais la servante lui dit joyeusement tout à ce sujet et affirme qu'elle se sent tellement mieux car préparer de la nourriture est bien plus gratifiant qu'avant. Elle commence à frotter des myrtilles sur son visage alors qu'il essaie de comprendre le sens de tout, mais bientôt son professeur passe pour le faire étudier, donc il est forcé de partir. Son tuteur, Flora, est une vraie maman et demande ce qu'il veut étudier aujourd'hui. Kuno répond qu'il veut lire sur l'histoire aujourd'hui et veut lire l'histoire du chevalier sacré Yug. Flora est un peu surprise, car la seule raison pour laquelle il est aveugle est à cause de ce chevalier sacré, mais la servante lui donne le feu vert. Flora se tourne vers Kuno et lui dit de la prévenir s'il se sent submergé ou mal à l'aise à un moment quelconque. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il veut apprendre tout ce qu'il peut apprendre. Bientôt, il en vient à apprendre l'histoire de son propre monde et comment il y a eu un combat entre les démons et les humains, et que cela se passait très mal pour les humains. Heureusement, un héros émergea du côté de l'humanité nommé Yug, le chevalier sacré, qui parvint finalement à mettre fin à la tyrannie du roi démon et ramena la paix sur Terre une fois de plus. Yug fut cependant maudit par le roi démon, et depuis ce jour, chaque génération de sa lignée naît au hasard avec quelque chose de manquant, certains naissent sans une jambe, certains sans leurs dents, et certains naissent sans leurs yeux. Depuis ce jour, les humains appellent les personnes handicapées de sa lignée les réincarnations du héros lui-même, car ils ont la cicatrice du héros. Kuno n'adhère pas particulièrement à cette idéologie, cependant, car il croit qu'il est plus que simplement la réincarnation de Yug. Il est sa propre personne, et les capacités magiques qui la lui appartiennent et ne lui sont pas simplement prêtées par un héros mort depuis longtemps. Il pratique ses compétences magiques chaque jour et ne cesse de s'améliorer, espérant un jour créer ses propres yeux personnels, dont il a été privé. Tout cela a un prix, cependant, car pratiquer autant demande beaucoup de mana et d'endurance. Il tombe au sol tandis que sa servante le ramène à l'intérieur. Il se relève, exaspéré qu'à ce rythme, il lui faudra une éternité pour avoir ses propres yeux s'il n'augmente pas bientôt son endurance. La servante lui dit qu'il n'a encore que 7 ans et qu'il doit se muscler s'il veut devenir fort. Kuno répond qu'ils doivent trouver une autre façon, car il s'évanouit juste en utilisant les sorts les plus basiques, ce qui ne devrait absolument pas être le cas. Sa servante, Iko, lui dit que peut-être qu'ils peuvent lui mettre de l'équipement, comme Samsulk, et qu'avec un peu d'entraînement à l'épée, il sera bientôt assez fort pour lancer autant de sorts de magie qu'il le souhaite. Kuno est d'accord avec cela, et Iko part immédiatement trouver un bon maître d'armes pour qu'il s'entraîne avec lui. Dès le lendemain, Iko trouve un vieux maître d'armes nommé Oru, qui commence à l'entraîner. Il maîtrise les bases dès son premier jour, au moment où Jen arrive aussi, prête pour les leçons de magie. Jen est un peu surprise par le travail acharné qu'il fournit, lui demande s'il veut une pause, mais il pose immédiatement l'épée et prend une baguette pour la leçon suivante. Jen n'est pas sûr de l'endurance qu'il lui reste,
alors elle décide de juste vérifier s'il a retenu ce qu'ils ont appris dans la dernière leçon. Kuno incante immédiatement le sort, mais au lieu de produire juste une boule d'eau, il finit par en produire environ 10 parfaitement clairs. Jen est surprise, se demandant comment diable il a maîtrisé le sort si rapidement, et réalise que ce garçon est définitivement fait différemment. Cet après-midi-là, Kuno reçoit une visite de la capitale royale, qui s'avère être la princesse elle-même, appelée Miri. Depuis la naissance de Kuno, elle lui était promise, puisque Kuno appartenait à une famille noble et portait la cicatrice du héros, ce qui est très important. Elle ne l'aimait pas particulièrement, cependant, car la dernière fois où elle était venue lui rendre visite, il était toujours en train de faire sa tête, ne jouant à aucun jeu avec elle. Depuis ce jour, elle a commencé à redouter le fait qu'elle devrait peut-être vivre avec un broudimofo pour le reste de sa vie. À sa surprise, quand elle le vit cette fois, il ressemblait à une personne complètement différente, car il lui sourit chaleureusement, l'accueillant dans son manoir. Elle demande immédiatement si quelque chose s'est passé, car il a l'air différent aujourd'hui, et il répond qu'il est tombé amoureux de la magie et a trouvé un nouveau but dans sa vie. Il s'excuse ensuite de ne pas avoir prêté une attention appropriée chaque fois qu'ils se sont rencontrés avant cela et affirme qu'il a beaucoup à lui raconter sur les nouveaux développements, et produit immédiatement une boule d'eau devant elle. Elle est immédiatement excitée et impressionnée, mais Kuno décide de monter d'un cran et crée un arc-en-ciel à l'aide de sa boule d'eau, ce qui s'avère être un succès total. Il lui prend alors la main et lui fait visiter le jardin, où ils échangent des histoires sur leur vie, et bientôt le soleil commence à se coucher et elle est obligée de remonter dans son carrosse et de retourner à la capitale. Dès le lendemain, il dit à Flora qu'il veut apprendre toutes les manières d'un gentleman pour être un meilleur partenaire pour elle, et même Flora est impressionnée par sa prévenance et commence à lui enseigner toutes les courtoisies qui devraient être faciles pour un noble. Après sa leçon, Jen arrive aussi pour son cours et est choquée de voir le changement dans l'attitude de Kuno, car il lui adresse un salut très formel et la remercie pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Jen décide de le promouvoir des sorts basiques et explique que maintenant ils peuvent aller de l'avant et apprendre des sorts plus complexes, qui nécessiteraient qu'il pense à tous les différents composants de son sort. Par exemple, on peut changer la viscosité, la couleur, la température, entre autres choses, et l'utiliser d'un million de façons différentes. Elle produit alors 2 boules d'eau devant lui et lui dit de toucher les deux. Ces formes sont quelque chose qu'il connaît déjà, donc il les saisit immédiatement et réalise que l'une est chaude et l'autre plus froide. Jen répond que des altérations comme celle-ci sont ce qui différencie un magicien d'un autre. Kuno semble comprendre le concept et produit une boule d'eau, qui tombe ensuite dans la tasse devant lui. Il dit alors à Hiko d'en prendre une gorgée, ce qui la trouble un peu, mais elle ne le remet pas en question et fait comme on lui a dit. Au moment où elle goûte l'eau, son expression change, car elle leur dit que l'eau a un goût de jus de pomme. Jen est absolument abasourdie par cela, car elle pense au fait qu'il lui a fallu une nuit entière sans sommeil pour trouver une nouvelle chose à lui enseigner, donc le moins qu'il puisse faire est de ne pas la maîtriser immédiatement. Cette nuit-là, Kuno reste éveillé dans son lit, tenant une pomme verte et une pomme rouge, réfléchissant à la façon dont il peut comprendre le goût et l'odeur de différentes choses, mais pourtant, il n'a aucune idée de ce qu'est une couleur, jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver un moyen de comprendre cela. Il ne pourra pas créer d'altération plus fine à sa magie, sans parler d'une paire d'yeux magiques. Le lendemain, alors qu'il était assis pour le petit déjeuner, quelque chose change en lui. Il dit à Hiko qu'il veut du latte sans le lait, ce qui est stupide, mais Hiko ne veut pas se moquer d'une personne handicapée, alors elle lui demande de lui apporter de l'eau. Il produit une boule d'eau dans l'air et la lui envoie, quand soudain il réalise qu'il a été capable de sentir différentes choses toute sa vie, et si ces choses étaient ce que tout le monde appelle des couleurs? Il prend une pomme verte et demande si cette pomme est rouge, mais Hiko pense simplement qu'il est devenu fou et lui dit qu'elle est verte et non rouge. Puis il prend une autre pomme et demande si cette pomme est rouge. Hiko répond qu'elle est effectivement de couleur rouge. C'est alors que Kuno la surprend en affirmant que le panier devant lui contient 3 pommes rouges et 2 pommes vertes. Hiko est choqué d'entendre cela, mais Kuno répond qu'il a été capable de sentir différentes choses en les touchant. Il pense qu'il peut comprendre ce que chaque couleur fait ressentir à ses doigts. C'est une grande amélioration, et Hiko court immédiatement raconter à son père le nouveau développement. Il demande immédiatement si Kuno peut lire des livres, et Hiko répond qu'il est capable de tracer la couleur de l'encre sur le papier et de lire ainsi. Le lendemain matin, il commence à nouveau à pratiquer sa magie et invoque une énorme boule d'eau colorée en rouge, affirmant qu'il peut mieux sentir la couleur s'il la fait plus grande. Juste à ce moment, sa mère l'appelle, ce qui brise sa concentration, et la boule d'eau tombe sur eux, les recouvrant de liquide rouge. Sa mère s'évanouit, pensant que quelque chose s'est passé et que son cher fils était couvert de sang, ce qui trouble Kuno, mais Hiko lui dit que la couleur du sang est rouge aussi et que c'est pourquoi sa mère a si peur. Pendant que cela se passe, Jen observe de loin, pensant que les exploits que Kuno est capable d'accomplir dépassent tout ce qu'elle a jamais vu auparavant, et se demande si ce garçon a le talent pour atteindre le titre le plus prisé au monde et devenir un sorcier céruléen. Quelques jours passent, et maintenant Kuno a commencé à étudier l'hydromancie. Il essaie d'élargir ses horizons pour voir à quoi il est doué, mais Hiko ne semble pas comprendre ce qu'est l'hydromancie,
Alors il essaie de lui expliquer en termes très simples que l'hydromancie est simplement utiliser de l'eau dans un bol pour prédire l'avenir ou trouver quelque chose qui manque. Iko demande immédiatement s'il pourrait trouver un mari pour elle, mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle est une belle jeune femme en pleine jeunesse et beaucoup d'hommes voudraient la prendre pour épouse. Bon sang, s'il n'était pas un noble fiancé à la princesse royale, il l'aurait prise pour épouse aussi. Ils rient tous les deux de cela, alors qu'Iko lui rappelle qu'elle a 10 ans de plus que lui, mais Kuno répond que l'âge n'est qu'un nombre en ce qui le concerne. Juste à ce moment, Flora arrive pour les leçons et lui fait passer son test, dans lequel il réussit haut la main, toutes les réponses étant très approfondies, politiquement correctes, et rien qui pourrait le faire annuler sur Instagram. Il pense au fait qu'elle lui a essentiellement enseigné tout ce qu'elle pouvait à ce niveau et s'inquiète du fait qu'elle lui ait peut-être appris à des le trop bien, car il essaie de flirter avec chaque fille sur qui il pose les yeux. Juste à ce moment, Kuno lui offre du thé et commence à essayer de la persuader aussi, et elle s'inquiète qu'il puisse être entraîné dans le mouvement maître tout, mais elle pense que c'est globalement mieux puisqu'il était toujours triste et sombre auparavant. Maintenant, au moins, il semble profiter de sa vie. Plus tard dans la nuit, Iko dit à Kuno qu'ils doivent se préparer, car son seigneur père veut le rencontrer et l'a convoqué à son manoir. Ils se préparent immédiatement et bientôt tous deux partent dans la nuit froide avec une torche dans la main d'Iko, tandis qu'elle se plaint d'avoir froid. Kuno décide de faire quelque chose à ce sujet et utilise sa magie pour produire 2 grosses gouttes d'eau, mais à la surprise d'Iko, l'eau est chaude et douce. Elle la presse contre son visage, affirmant qu'elle aimerait dormir dans un lit fait avec cela, et Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est qu'un prototype et il se prépare déjà pour beaucoup d'autres produits. Il demande ensuite honnêtement à Iko s'il a fait quelque chose de mal ces derniers jours et si son père l'appelle parce qu'il est en colère contre lui. Il se souvient du dernier événement où il a créé la boule d'eau rouge qui a fait s'évanouir sa mère et son père s'est mis en colère contre lui. Iko lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a tout fait parfaitement, donc il n'y a aucune raison que son père soit en colère contre lui. Bientôt, ils arrivent au manoir et se précipitent à l'intérieur pour se réchauffer, quand il est accueilli par le majordome de la maison et son frère aîné. Kuno est très heureux de voir son frère aîné, car il ne le voit pas très souvent, mais son frère lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que leurs parents attendent dans la salle de séjour. Le frère aîné les conduit à la pièce, et en chemin, il demande à Kuno s'il veut tenir sa main comme guide, mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car maintenant il est capable de sentir son environnement bien mieux et ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s'y déplacer. Son frère pense au moment où Kuno restait toujours dans son état émo et où il devait toujours tenir sa main pour l'emmener n'importe où, même dans la maison. Il est vraiment surpris par l'ampleur du changement que Kuno a subi en si peu de temps et lui souhaite le meilleur. Bientôt, il frappe à la porte de la salle de séjour et entre à l'intérieur. Son père lui dit que mademoiselle Flora affirme qu'elle a enseigné tout ce qu'elle avait à enseigner à un enfant noble, et que pour une éducation plus poussée, une école formelle serait nécessaire. Kuno répond qu'il ne veut pas vraiment aller à l'école, car il ne veut pas créer de problèmes pour des camarades de classe ou des professeurs avec son handicap. De plus, il affirme qu'il a ses propres projets et a décidé quelle voie il veut suivre, et cela n'implique définitivement pas une école. Son père rit, et dit, alors que mon père m'aurait botté le cul si j'avais dit ça. Son père affirme qu'il pense que l'éducation formelle est aussi pour les normies, mais comme c'est obligatoire par la loi pour toute personne de descendance noble, il a dû demander une faveur au roi et créer une exception pour Kuno. Kuno répond qu'il sent déjà le népotisme, et son père lui dit de fermer sa gueule et de prendre ce qui lui est donné sans essayer d'être trop woke. Sur ce, Kuno en vient aux vraies questions et commence à demander son argent de poche, affirmant qu'il mérite une augmentation, considérant qu'il a travaillé si dur, mais comme un porc capitaliste, son père refuse, affirmant que la prochaine fois qu'il fera des cascades comme l'incident du sang dans le jardin, il va couper son argent de poche pendant 6 mois d'affilée. Sa mère intervient pour changer de sujet et ramène le train sur les rails. Son père se souvient pourquoi exactement il a appelé Kuno ici et lui dit que bien qu'il soit d'accord avec sa décision de quitter l'école, il doit aussi penser à son avenir avec la princesse Miri. Puisque la scolarité est une partie si importante de l'éducation des nobles, elle pourrait faire face à des moqueries sur le fait que son futur mari n'est même pas correctement scolarisé. Assez étonnamment, Kuno comprend tout cela et accepte d'aller à l'école, affirmant que ce sera une corvée, mais il ne peut pas laisser la princesse être ridiculisée à cause de lui. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter cependant, car avec le pouvoir du népotisme et de la corruption, il a fait en sorte qu'ils ne doivent aller à l'école que 5 fois pour passer les examens finaux avancés et les réussir pour obtenir son diplôme. Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant pour Kuno, alors il accepte immédiatement. Son frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter, et il ne sera pas seul puisque lui et la princesse Miri vont aussi passer le même examen, donc tous peuvent obtenir leur diplôme ensemble. Sa mère est vraiment excitée à l'idée que son fils fréquentera bientôt l'école et appelle immédiatement Iko, car ils devront prendre un tas de mesures pour son manteau et autres vêtements. Avant qu'il puisse partir, son père rappelle Ixio et lui dit que pendant que Kuno sera à l'école, d'autres nobles qui les détestent pourraient essayer de l'approcher, lui et la princesse Miri, et que ce sera son travail de s'assurer que rien ne tourne mal. Ixio lui dit de ne pas s'inquiéter,
car il sera toujours avec eux et s'assurera que son jeune frère est en sécurité. La prochaine fois, la princesse Miri lui rend visite, elle est excitée d'apprendre qu'il fréquentera l'école avec elle et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle l'escortera et lui montrera tout. Kuno se demande à haute voix que d'autres nobles qui sont amoureux d'elle pourraient ne pas aimer cela et devenir jaloux, mais Miri lui dit de ne pas s'inquiéter car cela n'arrivera pas. Kuno demande si elle n'est pas populaire dans son école alors et est juste une autre solitaire, mais elle lui dit qu'elle est évidemment très populaire du fait qu'elle est une princesse, et qu'elle connaît au moins 5 garçons désireux de la courtiser. Kuno pense au fait que ces choses peuvent devenir problématiques, alors il décide d'obtenir un bâton magique différent pour l'autodéfense. Enfin, le jour du départ arrive et Kuno se prépare aux côtés d'Ixio, mais tout le monde est concentré sur Kuno qui a l'air superbe avec sa nouvelle cape et une nouvelle canne. Il prend quelques pauses avant de monter dans le carrosse, puis utilise sa magie de l'eau pour recouvrir les roues du wagon d'une fine couche d'eau pour le rendre plus stable et moins chaotique. Ixio est assez impressionné par les idées de Kuno, tandis que Kuno est juste heureux que ses compétences magiques aient des utilisations réelles dans la vie réelle, contrairement à un diplôme en études de genre ou en anthropologie. Son frère se souvient du temps où Kuno était encore un enfant et mot sombre et tombait parce qu'Ixio ne faisait pas attention et se mettait à pleurer comme un petit con. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est plus cette personne et est assez fort pour survivre à toute l'humanité. Ixio commence à s'inquiéter un peu, car son petit morveux de frère commence à parler plus comme un roi démon que comme une réincarnation de héros, mais il met ses pensées de côté quand ils arrivent enfin à l'académie. Kuno trouve Miri qui l'attend dehors et commence immédiatement à flirter avec elle, tandis que son frère aîné se tient là maladroitement. Kuno est bientôt un peu submergé par tous les nouveaux stimuli, car il peut entendre des milliers de voix et sentir la présence de centaines d'étudiants à l'intérieur de l'école. Il pense à la façon dont son ancien moi se serait recroquevillé devant cela, mais sa magie lui a donné la confiance dont il avait besoin, et il saisit les mains de Miri et entre dans l'académie. Il devient immédiatement le favori des filles, car elles affirment que le nouveau garçon ressemble plus au prince des histoires qu'à un étudiant. Même la professeure, qui était censée lui faire visiter l'école, était stressée car elle avait entendu que Kuno était un garçon extrêmement timide, mais la réalité semble complètement différente. Elle l'appelle et se présente comme la professeure Cast, affirmant qu'elle sera son guide aujourd'hui. Il la remercie pour son aide et fait ses adieux à son frère et à Miri, qui ont promis de déjeuner ensemble. Pendant que la professeure lui faisait visiter les lieux, il n'avait aucune idée qu'il s'était déjà fait un tas d'ennemis des brutes qui dirigeaient l'école et étaient les plus populaires avant son arrivée. Cast emmène Kuno dans une salle de classe séparée et explique qu'il passera 5 examens pour son diplôme, et généralement il y a un intervalle entre chaque examen, mais puisque l'école a reçu des ordres directs de son père et du roi lui-même pour regrouper ses examens, Kuno répond sérieusement que le roi et son père sont des meilleurs amis, et ce qu'ils font est un cas clair de népotisme qu'il ne soutient pas du tout. Cast affirme qu'elle ne veut pas être entraînée dans des problèmes politiques et le supplie de la garder en dehors de son activisme woke. Elle lui remet le questionnaire et affirme qu'il a 2 heures pour terminer l'examen. Après la fin de l'examen, il retrouve Miri et descend pour manger quelque chose. Avant qu'ils puissent atteindre la salle à manger, cependant, ils sont approchés par le prince Lyle, qui est le frère aîné de Miri et furieux du fait que quelqu'un de plus populaire que lui soit dans l'école en ce moment. Kuno sent Miri se crisper à la vue de son frère, mais n'a aucune idée à qui il a affaire pour l'instant. Il était sur le point de s'emporter, car prince ou pas, personne ne parle mal à sa future épouse, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Ixio intervient et essaie de désamorcer la situation. Malheureusement, Lyle et ses acolytes ne semblent pas d'humeur à parler gentiment et ne cessent d'essayer d'escalader la situation. Juste à ce moment, Kuno décide de prendre les choses en main, car il utilise secrètement sa magie pour collecter toutes les gouttelettes magiques à proximité et les attire sur le pantalon de Lyle avant d'affirmer que le prince semble avoir pissé dans son pantalon. Le prince est furieux mais trop embarrassé pour dire quoi que ce soit alors qu'il s'éloigne pour se changer. Alors qu'Ixio dit à son frère de se calmer, car personne ne peut jamais savoir que c'est lui qui a fait cela au prince royal du royaume, Ixio ne cesse de se creuser la tête sur ce qui pourrait arriver maintenant qu'ils ont créé une inimitié avec le 6e prince du royaume, mais Kuno ne semble pas vraiment s'en soucier alors qu'il mord dans son hamburger, tandis qu'Ixio prie pour qu'ils réussissent leurs examens sans autre mésaventure. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kuno, et il planifie sa vengeance. Il marche de manière menaçante dans les couloirs de l'école, et les étudiants ont tous peur de lui. Il n'épargne même pas les professeurs et dit à Cast de retourner dans la cuisine quand elle lui demande d'être un peu silencieux dans les couloirs. De retour dans la salle à manger, Kuno demande à Miri et Ixio ce qui ne va pas avec Lyle et pourquoi il n'a même pas essayé de cacher sa haine. Miri répond qu'il a probablement fait cela pour garder son statut en échec parce qu'il a peur qu'elle ne l'éclipse un jour. Kuno est intéressé par le potin, et Miri lui dit que Lyle est le 6e prince et elle est la 9e princesse. Dans la hiérarchie normale, elle est en dessous de lui, mais puisqu'elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social monte rapidement et cela effraie Lyle. Miri dit que maintenant que Kuno a fait ses débuts en société, tous deux ont un statut social plus élevé que Lyle, et il est juste désespéré de rester pertinent.
Kuno trouve toutes ces choses politiques ennuyeuses, et Miri lui dit que même s'il n'était pas un magicien ou le porteur de la cicatrice sacrée, elle serait toujours heureuse d'être fiancée à lui. Kuno utilise ses talents de séducteur et dit qu'il est heureux d'être fiancé à elle aussi, et la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui en signe de gratitude, même s'il ne s'agenouillera jamais devant un autre homme. Sur ce, il dit qu'il devrait s'excuser auprès du prince Lyle pour ses actions d'abord, mais Ixio et Miri lui disent de ne même pas oser, car c'est une pire idée que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu de temps après, il est temps pour l'examen final de Kuno, et il s'entraîne à la magie avec Jen avant de passer le test. Comme d'habitude, il invoque une goutte d'eau, et Jen lui dit d'en changer la sensation aujourd'hui. Kuno utilise immédiatement son pouvoir pour geler la goutte, et quand Jen la tient, elle dit que cela ressemble à une pomme, ce qui n'est pas vraiment possible, mais les méchantes intellos ont toujours raison. Elle dit à Kuno de toucher beaucoup de choses pour comprendre comment elle se sent et ensuite les utiliser pour altérer sa magie encore plus. Au lieu d'utiliser cette chance pour la toucher ou de l'herbe, Kuno va commencer à tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort et est interloqué en voyant son frère agir de manière si suspecte, mais il décide de le laisser à ses méthodes. Juste à ce moment, Miri accourt pour les accueillir, et Kuno agit de manière extra dramatique, disant que puisque c'est le dernier jour où il va la rencontrer à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule pour lui. Après cela, il entre à l'intérieur, où Cast lui dit qu'il passera l'examen final avec le reste des étudiants. Kuno est choqué d'entendre cela, et il est assez excité car c'est la première fois qu'il va ressentir la vraie vie scolaire. Il se tourne alors vers Cast et dit qu'il va regretter d'être seul avec elle dans leur salle spéciale, et elle n'est pas vraiment dérangée par le caractère inapproprié de cette remarque. Elle dit à Kuno qu'elle ne fera que le surveiller et lui souhaite bonne chance pour le test. Ixio remarque que Kuno semble être devenu très proche de Cast, et il affirme, disant qu'ils ont beaucoup parlé pendant les examens. Il parle du fait que Cast a passé l'examen pour devenir enseignante en suivant un gars qu'elle aimait, mais ce loser a échoué à l'examen et seule elle a réussi. Maintenant elle est enseignante et lui est un chômeur, et Cast n'a aucune idée de ce qu'elle fait de sa vie. Ixio et Miri sont toutes deux préoccupées par la santé mentale de Cast après avoir entendu les sujets dont elle parle avec un enfant, mais juste à ce moment, certains étudiants les interrompent car ils sont curieux à propos de Kuno aussi. Cast lui dit de se présenter, et Kuno se présente comme le fiancé de Miri et le petit frère d'Ixio. Tout le monde est impressionné par lui sans raison du tout, et Kuno dit qu'il est vraiment heureux de voir que sa fiancée et son frère aîné ont en fait des amis, car personne ne les avait approchés jusqu'à présent et il était triste de penser qu'ils étaient des solitaires. Ixio dit à Kuno de ne pas les dire comme ça, et Miri est embarrassée alors qu'elle explique qu'elle a demandé à tous ses amis de la laisser seule pour qu'elle puisse passer plus de temps de qualité avec lui. Kuno s'excuse de ne pas avoir réalisé ses sentiments et répète ensuite qu'il est heureux qu'elle et Ixio aient des amis. Il ne voulait pas être direct avec eux et leur demander s'ils étaient des solitaires parce que cela serait impoli, et maman n'a pas élevé un garçon impoli. Il était presque prêt à leur dire que c'est normal de ne pas avoir d'amis en jouant la carte de la sympathie et en leur disant qu'il a encore pire. Tout le monde est convaincu par son jeu, mais Miri sait que Kuno n'a pas de problème à être sans amis, et il le confirme. Bientôt, il est temps que l'examen commence, et Cast dit à Kuno d'arrêter de tripoter le pigeon et d'aller à sa place. Miri commence à le conduire à sa place quand soudain Lyle arrive là et les repousse tous les deux. Il est furieux contre Miri car la nouvelle du récent incident de pantalon mouillé est arrivée au palais, et même les serviteurs parlaient dans son dos. Là il pense que tout le monde ici est pareil, et ils doivent jaser dans son dos parce qu'ils n'ont pas le courage de dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais alors Kuno saisit soudainement sa main, se présentant au prince. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour, mais qu'il voulait vraiment bien s'entendre avec son beau-frère. Toute la classe est stupéfaite en voyant cela, car personne n'ose s'approcher de Lyle sauf quelques lèche-bottes. D'un autre côté, c'est la première fois que quelqu'un salue Lyle comme ça, et il ne sait pas comment réagir. Kuno lui serre vigoureusement la main, et Lyle est incapable de se libérer de son emprise, peu importe ses efforts. Il agit super woke et dit à Kuno qu'il ne lui a jamais donné son consentement pour tenir sa main ou lui parler. Kuno, cependant, ignore complètement cette déclaration et dit que Lyle a des mains vraiment viriles et qu'il les veut autour de sa gorge. C'est trop pour Lyle, et il se tourne immédiatement vers Miri, demandant ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Miri commence à rire, car elle n'avait jamais imaginé que Lyle pouvait rougir comme ça. Lyle est encore plus embarrassée alors que toute la classe se joint à elle pour rire de ses réactions, et il se tourne vers Kuno, lui ordonnant de lâcher sa main. Kuno le laisse enfin tranquille, et l'affaire est résolue pacifiquement. Cast commence l'examen, et une fois terminé et les feuilles de réponse vérifiées, elle annonce que tout le monde a réussi l'examen. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Kuno célèbre le fait d'avoir obtenu son diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard dans la soirée, il part pour la maison et souhaite au revoir à tout le monde. Tout le monde est triste de dire au revoir au garçon excentrique mais charmant, et même là il semble avoir changé après avoir rencontré Kuno. Le lendemain, ses leçons de magie avec Jen reprennent,
et elle lui dit de créer un petit typhon. Kuno crée cela, puis, sur l'ordre de Jen, il le divise en 10 boules d'eau, les colore, puis change leur texture. Jen est satisfaite de cela, mais Kuno a plus à montrer. Il dit qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment, puis change une goutte d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Kuno est officiellement un bien meilleur sorcier qu'elle, et qu'elle va perdre son emploi de l'enseigner. Elle décide de révéler cette vérité à Kuno pendant l'heure du thé et lui demande de se préparer mentalement car elle a des nouvelles choquantes pour lui. Kuno renvoie Iko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais maintenant elle doit retourner dans sa dimension divine. Jen est amusée par cette idée, mais elle ne s'y attarde pas trop. Elle dit à Kuno qu'elle n'a plus rien à lui enseigner, et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Kuno se lève et dit qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petites astuces qu'elle a inventées pour le garder occupé et prolonger son emploi lui ont fait comprendre bien plus sur la magie qu'un cours normal ne le ferait. Plus que cela, il est reconnaissant car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux en utilisant la magie. Il est désespéré de la garder comme enseignante et propose d'augmenter son salaire, mais Jen est honnête pour une fois et déclare qu'elle a été surpayée tout ce temps et maintenant elle n'a pas de travail à faire. Elle dit à Kuno qu'il devrait obtenir un enseignant bien meilleur qu'elle pour étudier davantage, mais il refuse. Il dit qu'il a tellement progressé grâce à ses petites astuces et exige qu'elle le trompe davantage. Alors qu'il dit cela, des animaux faits d'eau sortent de partout et commencent à câliner Jen, qui est encore plus sûre du fait que son rôle dans la vie de Kuno est terminé maintenant. Sur ce, elle quitte la maison de Kuno et décide de devenir une meilleure sorcière après avoir été inspirée par le travail acharné et le dévouement de son élève. Peu de temps après, Iko dit à Kuno que même Flora a démissionné de son travail parce que le programme est terminé et que Kuno a obtenu son diplôme. Elle n'a pas attendu pour dire au revoir parce qu'elle serait trop émue, et Kuno décide de lui écrire une lettre de remerciement. Iko lui dit de lui demander si elle a un serviteur beau dans son manoir qui mesure plus de 6 pieds, car elle cherche un mari. Kuno demande à Iko si elle prévoit vraiment de quitter son travail et d'épouser quelqu'un. Iko affirme, disant qu'elle sent que Kuno peut parfaitement s'occuper de lui-même maintenant, et qu'il est temps pour elle de se marier parce que le bassin de rencontre après cela est assez mauvais. Pendant le dîner, Kuno dit à ses parents que tous ses enseignants ont démissionné, et Jen lui a dit de trouver un magicien extraordinaire pour l'enseigner ensuite. Ixio dit que le sorcier royal Zeyo est assez célèbre récemment, et sa mère peut en attester. Kuno demande à son père de nommer le gars nommé Zeyo comme son enseignant, mais il lui dit que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il précise qu'il ne peut pas appeler le sorcier royal ici pour l'enseigner, et Kuno demande à son père à quoi bon être le meilleur ami du roi s'il ne peut même pas faire ça. Le père de Kuno lui dit que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne rencontrent pas les roturiers. Kuno comprend son dilemme maintenant, mais il a une solution prête pour cela. Il dit à son père qu'il l'accompagnera au palais royal la prochaine fois qu'il ira parler au roi, et ensuite il se perdra là-bas. Les sorciers royaux le trouveront, et grâce à une armure scénaristique, il sera pris comme leur élève. Le père de Kuno lui dit d'arrêter de regarder autant d'animes et de K-dramas parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vie réelle. Il dit que son plan n'a aucune garantie de fonctionner, mais Kuno est confiant que cela lui donnera ce qu'il veut. Il demande à sa mère de l'aider, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son père de faire quelque chose. Le gars est un sim pour sa femme, donc il accepte de parler au roi de la question, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir dans la réussite du plan. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier d'un autre sorcier de haut niveau. Il est interloqué qu'un apprenti sorcier apprenne à devenir l'élève du sorcier royal Zeyo, mais la fille lui dit que le garçon semble talentueux et que la princesse Miri en est follement amoureuse. Le maître s'en fiche et commence à lire le dossier de Kuno en détail, et c'est suffisant pour l'intéresser au garçon. Quelques jours passent depuis lors, et enfin Kuno reçoit l'appel du palais royal pour se présenter au sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés de son père, qui semble assez heureux de la tournure des événements. Kuno affirme que l'amitié entre le roi et son père doit être assez profonde si celui-ci s'est préparé pour une demande comme la sienne, mais son père répond que la vraie raison pour laquelle ils ont l'occasion de rencontrer le sorcier royal est parce que le sorcier en chef de la course est vivement intéressé à Kuno et à ses capacités et a voulu le rencontrer également. Son père lui demande ensuite quel genre de magie il est capable de faire à ce stade, et Kuno entonne immédiatement une incantation et crée une petite boule d'eau, qui se transforme rapidement en un chat noir et s'assoit sur ses genoux. Son père est stupéfait, affirmant qu'il ne peut pas croire qu'une telle chose puisse être réalisée par la magie, et commence à toucher le petit chat. Il est surpris que le chat n'ait même pas l'impression d'être de la magie ou de l'eau. Il a juste l'impression d'être un chat ordinaire qu'il attraperait dans la rue. Kuno lui dit qu'il a seulement récemment maîtrisé l'apparence de l'animal, car auparavant il ne parvenait qu'à créer des animaux complètement transparents, mais depuis quelques fois, il parvient à changer la couleur des animaux comme il le souhaite. Son père commence à jouer joyeusement avec le chat, et Kuno demande s'il devrait avoir un vrai chat pour cette maison. Comme un père typique, il refuse, affirmant qu'il créerait beaucoup de désordre dans la maison. De plus, il pourrait trébucher sur eux et se blesser.
Par-dessus tout, il affirme que la mère de Kuno préfère de toute façon les chiens, donc il n'a pas vraiment le choix de vouloir un animal différent. Bientôt, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement salués par une fille aux cheveux argentés nommée Rei, qui est la deuxième princesse du royaume et la sœur aînée de Mirika. Kuno la salue chaleureusement, affirmant qu'il est très chanceux d'avoir une femme aussi belle qu'elle comme belle-sœur. Son père se demande si son fils est fait pour la rue, mais décide d'y réfléchir plus tard. Rei sourit, affirmant qu'elle a beaucoup entendu parler de Kuno par sa sœur cadette et aimerait avoir une longue conversation avec lui. Elle remarque aussi un chat et leur demande si le chat aurait besoin de nourriture spéciale, mais au moment où le père de Kuno replace le chat sur le sol, Kuno arrête son sort et le chat n'est plus qu'une flaque d'eau. Rei réalise que Kuno semble bien plus doué qu'elle ne le pensait. Alors que son père est triste de ne pas avoir pu nommer le chat, Rei propose d'emmener Kuno jusqu'à la tour noire. Pendant ce temps, son père déclare qu'il aura aussi une conversation avec le roi, puis peut-être rentrera chez lui. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car après la tour noire, il a l'intention de rendre visite à Mirika et peut-être de l'emmener en date amoureuse. Son père lui dit de profiter de son temps là-bas et promet d'arranger une calèche pour lui chaque fois qu'il décidera de rentrer à la maison. Rei emmène bientôt Kuno jusqu'à la tour noire et en chemin lui demande s'il est à l'aise pour marcher ou s'il a besoin d'aide. Kuno répond qu'il va parfaitement bien et commence immédiatement à lui poser un tas de questions qui la perturbent, car ce sont toutes des questions de niveau Stephen Hawking en termes de magie. Elle lui dit qu'elle ne peut pas avoir une discussion aussi avancée en marchant et lui demande s'il connaît le nombre d'enfants du roi actuel. Kuno n'y avait jamais pensé jusqu'à présent, alors Rei révèle que le roi est un vrai joueur et a produit 7 princes et 10 princesses les uns après les autres. Elle est la 2e princesse tandis que Mirika est la 9e. Plus que cela, la partie intéressante de ce pays est que la succession au trône ne fonctionne pas normalement, où le trône passe au fils aîné après le roi. Dans ce pays, ils suivent quelque chose appelé une méritocratie, où tous les princes et princesses seront évalués sur la base de leurs compétences et mérites, qui peuvent varier selon leur talent et le niveau de dévotion qu'ils montrent pour un art particulier. Cela signifie que même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse a une chance égale de gagner le trône, quel que soit son âge. Elle lui dit en outre qu'elle-même a déjà renoncé à son droit au trône dans cette succession en choisissant de devenir une mage à la place et travaille maintenant à affiner ses compétences en tant que l'une des meilleures sorcières du pays. Alors qu'il traversait le couloir, un sentiment soudain l'attire vers la fenêtre, où il regarde sans but en direction d'une sombre tour d'où il pouvait sentir toutes sortes d'êtres magiques différents. Bientôt, Recha lui dit quelque chose de très important, car elle pense qu'il y a une petite possibilité qu'il soit entraîné inutilement dans la lutte pour la succession. Elle lui dit de ne s'affilier à aucune faction avant d'être sûr de sa décision, et lui dit aussi de ne jamais dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui pour le faire paraître mal. En retour pour ces précieuses informations, Kuno décide de lui rendre l'appareil en lui montrant sa technique magique spéciale, où il gèle une fine couche d'eau sous ses chaussures, créant une fine couche de glace qui pourrait les aider à patiner. Elle adore l'idée et lui dit immédiatement de la laisser essayer une fois. Kuno utilise rapidement la magie sur elle aussi, puis tous les deux commencent à patiner dans les couloirs comme des fous, tandis que les gardes essaient de les poursuivre car ils ne peuvent pas laisser Rei se blesser. Malheureusement, Rei et Kuno sont beaucoup plus rapides que les gardes et parviennent à leur échapper, mais leur chance tourne bientôt court quand un chevalier les repère et se lance immédiatement à leur poursuite. Kuno demande s'ils devraient s'arrêter, mais Rei s'amusait trop et lui dit qu'ils peuvent probablement distancer le chevalier, mais c'est là qu'ils avaient tort, car le chevalier parvient à les attraper et les emmène à l'extérieur dans le jardin pour une bonne réprimande. Plus tard, ils furent escortés vers la tour où il est bientôt présenté à Ash, le sorcier en chef du royaume. Kuno est impressionné par sa présence car il réalise à quel point le monde est vaste. Il pensait auparavant que la magie de Rei était impressionnante, mais même comparé à cela, Ash semble être à un tout autre niveau. Ash demande immédiatement s'il est né avec un crest d'eau, et Kuno répond par l'affirmative avant d'affirmer qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'idées sur ces crestes. Ash explique qu'il y a 7 types différents de crestes que les mages peuvent porter, et ils correspondent à leurs affinités magiques, comme le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la volaille. En plus de cela, chaque creste a un rang en termes d'étoiles de 1 à 5, ce qui fait que les 2 étoiles de Kuno sont assez courantes. Rei répond que même elle est une mage du vent avec un crest à 2 étoiles. Kuno comprend immédiatement, affirmant qu'il peut le sentir tout de suite, car lui et Rei sont comme du fromage américain transformé, alors qu'Ash semble être une roue artisanale de parmesan vieilli. Ash accepte que la description semble assez bonne et révèle qu'il est en fait un 4 étoiles. Immédiatement après, il les emmène tous au terrain d'entraînement en dessous et dit à Kuno qu'il va le tester un peu pour jauger sa prouesse magique. Kuno est un peu intimidé, se demandant si cela signifie qu'un mage royal sera prêt à devenir son tuteur s'il parvient à passer le test, mais il n'a pas vraiment le temps de ruminer tout cela, car Ash appelle immédiatement un étudiant plus âgé qui était aussi un mage royal et lui dit de démontrer sa magie de l'eau. Le mage chante le sort et immédiatement un éventail de gouttelettes d'eau magique apparaissent dans l'air, créant un motif brillant. Ash se tourne vers Kuno et lui dit de conquérir la magie du garçon avec la sienne.
Il pense au moment où Jen lui dirait comment non seulement il peut créer de l'eau, mais il peut aussi manipuler l'eau déjà présente dans l'environnement. Jusqu'à ce jour, cela n'a jamais été un problème pour lui, mais il n'a jamais réellement essayé de prendre le contrôle de l'eau qu'un autre mage a créé. Il réalise qu'Ash a créé sans effort une mission à laquelle ni lui ni Jen n'avaient pensé, et maintenant il va devoir s'en occuper à la volée. Il décide d'essayer et tente immédiatement d'arracher le contrôle au mage aux cheveux argentés. Au début, il pensait que cela pourrait marcher, mais il rencontre un obstacle quand les gouttelettes d'eau commencent à résister, car le mage parvient à maintenir ses gouttelettes sous sa propre magie sans effort. Ash semble très intéressé par ce qui allait se passer ensuite, mais Kuno n'est pas du genre à perdre si facilement, alors il donne tout ce qu'il a et utilise toute son endurance pour essayer de prendre le contrôle. À la surprise générale, Kuno parvient à arracher 2 des boules d'eau du mage hautement entraîné et expérimenté avant qu'Ash n'y mette fin. Kuno tombe à genoux, respirant fort, tandis que le mage aux cheveux argentés répond honnêtement qu'il n'aurait jamais pensé qu'un simple garçon puisse lui prendre 2 de ces boules d'eau. Il se tourne ensuite vers Ash, affirmant qu'il est prêt à prendre le garçon sous sa tutelle, mais immédiatement les autres mages commencent à s'en mêler, affirmant qu'eux aussi aimeraient avoir Kuno comme élève. Ash leur dit à tous de se taire, car il veut voir ce que Kuno peut faire d'autre, et lui demande de créer quelque chose auquel il a pensé. Kuno crée immédiatement un trampoline à l'aide de sa magie de l'eau, et immédiatement Ash commence à rebondir dessus, passant un moment formidable. Les autres mages font la queue, voulant essayer, car ils veulent comprendre comment cela fonctionne et s'ils peuvent le recréer. Ash, cependant, dit à Kuno qu'il veut qu'il reste la nuit au château pour voir de quoi d'autre Kuno est capable. Kuno répond que malheureusement il a un rendez-vous avec Mirika, donc il doit l'emmener dîner ce soir. C'est alors que Rei lui demande s'il peut créer d'autres animaux avec sa magie, ou peut-être des humains. Kuno répond qu'il peut faire ces 2 choses et crée immédiatement une poupée humaine faite de magie d'eau à la forme de sa servante. Ce n'est pas encore parfait, donc la servante est un peu translucide. De plus, il n'a pas réglé parfaitement leurs mouvements, donc c'est aussi un problème pour l'instant. Le mage aux cheveux argentés demande s'il peut faire quelque chose aux poupées, et Kuno leur parle du moment où il a essayé de les faire voler, mais cela n'a pas été bien reçu car la poupée avait l'air stupide en le faisant. Ash s'intéresse, et Kuno est forcé de démontrer. Il commence à jouer avec la poupée, l'envoyant dans les airs d'avant en arrière encore et encore, effrayant la moitié des gens du château, ce qui lui vaut une nouvelle réprimande, et ils sont tous forcés de s'excuser. Bientôt le coucher de soleil arrive, et Ash dit à Kuno qu'il a réussi les tests, et il assignera personnellement à Kuno un sorcier pour qu'il apprenne à mieux utiliser sa magie. Kuno est ravi et va le dire à son père, qui est furieux car il a entendu des plaintes sur son fils 2 fois en quelques heures et le réprimande pour son irresponsabilité avec sa magie. Bientôt son père part pour retourner à leur manoir, laissant Kuno derrière avec Rei, qui réalise qu'il doit partir voir Mirika où il sera en retard pour le dîner. Rei lui dit qu'ils doivent utiliser leur magie pour atteindre Mirika, sinon ils seront en retard, alors il décide de faire une petite expérience, car Kuno crée une bulle d'eau, et réutilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant comme le tapis magique d'Aladin, alors qu'ils survolent le ciel et atteignent près de la chambre de Mirika en un rien de temps. Malheureusement, Rei oublie de diminuer progressivement sa magie et l'arrête complètement, ce qui les fait tomber, et ils sont attrapés par le chevalier Dario pour la 3e fois aujourd'hui, qui est assez énervé et leur donne encore une longue leçon, tandis que Mirika attend son prince charmant dans sa robe. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.